de tricherie, des faux documents bancaires, des fausses références techniques, j'ai même vu des fausses patentes. Donc finalement, est-ce qu'on a un système qui marche? Clairement non. Clairement non. Responsabilité partagée. Mais que l'on s'entende bien, nous ne sommes pas en train de mettre en cause les personnes chargées de l'exécution de ces tâches-là, mais c'est simplement que le système dans son ensemble n'est pas sécurisé. Il n'est pas sécurisé, il y a beaucoup de passerelles qui permettent de passer outre. Ce qui fait que si on me demandait, est-ce qu'on peut gagner un appel d'offres sans avoir vu quelqu'un? J'hésite. Que peut faire le JICAM? Qu'est-ce que vous pouvez faire en tant qu'acteur privé? La question de la préférence nationale, elle est revenue tout à l'heure dans l'introduction. Notre point de vue, c'est que c'est un problème secondaire au Cameroun aujourd'hui. C'est un problème secondaire. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans un monde globalisé. Les Camerounais doivent pouvoir aussi, d'ailleurs ils le font, aller gagner des marchés ailleurs. Moi je travaille sur la zone UEMOA, on ne parle plus de préférence nationale là-bas, ils sont à la préférence communautaire, par exemple. Donc, pourquoi? Parce que pour nous, la préférence nationale n'a de sens que si on est sûr qu'on a des acteurs locaux qui ont le niveau pour que déjà il y ait une bonne concurrence à l'attribution et qui soient en mesure d'exécuter. Moi, j'en doute. Dans beaucoup de secteurs, j'en doute. En tout cas, je connais à peu près le secteur, à peu près correctement le secteur du BTP. On peut s'interroger. On peut s'interroger sur les grands projets. Notre avis, c'est qu'on peut jouer, par contre, sur les critères et tout. Si on veut faire participer, ouvrir plus le secteur aux nationaux, certaines commandes aux nationaux. Donc, le vrai problème, à notre avis, c'est plutôt la qualité de l'offre nationale. Donc, tant qu'on n'a pas une offre compétitive, à mon avis, c'est difficile de parler de préférence nationale. En tout cas, c'est un problème secondaire. Donc, par rapport aux problèmes qui ont été évoqués tout à l'heure, il est évident que le JICAM, et pour nous, c'est le premier chantier. Les acteurs privés doivent balayer devant leur porte avant de s'adresser au pouvoir public. Doivent balayer devant leur porte. Donc, il y a tout cet écosystème-là à assainir. Donc, trouver des règles déontologiques, d'éthique, ou d'éthique, pour le secteur privé en lui-même, qu'on pousse les gens à rechercher la qualité, qu'on lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, et qu'il y ait des sanctions. On peut imaginer que, je ne sais pas, comme à l'ordre des médecins ou à l'ordre des pharmaciens, qu'il y ait des sanctions propres aux corporations, donc qu'il y ait une espèce d'autodiscipline, autorégulation à l'intérieur. Mais cela nécessite, n'est-ce pas, que les chambres consulaires, le JICAM, les chambres consulaires et les associations professionnelles prennent à bras le corps ce combat-là. Et puis, dans le cadre du dialogue avec les pouvoirs publics, nous pensons que le JICAM doit insister sur un certain nombre de points. Le premier, c'est la clarification du cadre institutionnel. Donc, supprimer les conflits d'intérêts et les chevauchements de compétences. Il faut mettre en place des mécanismes clairs de gestion des recours et des plaintes. Et puis, clairement, il faut renforcer le dispositif de contrôle et de sanction. Parce que le système est totalement déséquilibré aujourd'hui. Les maîtres d'ouvrage sont, à notre avis, beaucoup trop puissants. Donc, il faut réaliser systématiquement les audits, surtout les faire à temps. Évaluer la pertinence du système des observateurs indépendants. Et nous pensons qu'il y a un minimum qu'il faut faire en ce qui concerne les bons de commande. Parce qu'il y a une très grosse partie de la commande publique qui passe là-dedans, sans surveillance. Il y a un minimum de contrôle qu'il faut faire en ce qui concerne les 4-9. Et puis, bien entendu, il faut prendre des sanctions. Il faut sanctionner. Toujours en ce qui concerne le dialogue avec les pouvoirs publics, et on terminera là-dessus, nous pensons que l'un des enjeux en ce qui concerne la transparence, c'est la communication. Il y a des choses qui se font ailleurs, on doit pouvoir les faire. La première chose, nous semble-t-il, c'est qu'il faut publier les résultats, pas simplement à travers l'arrêté du ministre qui dit oui, le marché a été attribué par un tel, mais lister tous ceux qui ont participé à l'appel d'offres et expliquer pourquoi ils ont été, les autres offres n'ont pas été retenues. Cela se fait sur les marchés de la Banque mondiale, par les autorités publiques. Ce type de communiqué quand il s'agit des marchés de la Banque mondiale, pourquoi pas pour l'ensemble des marchés. Nous pensons qu'il faut généraliser cette pratique-là. Ça permettrait déjà d'aller, ce serait déjà un sérieux pas. L'autre élément, c'est que le Code prévoit que les rapports d'évaluation soient mis à la disposition des soumissionnaires. Ça, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Nous pensons que là également, il faut travailler là-dessus pour que, à la moindre requête, on puisse recevoir le rapport, ce qui permet
d'introduire les recours à temps, parce que les recours sont limités, les périodes d'introduction des recours sont limitées par le Code. Nous pensons également qu'il faut publier au moins une liste des recours et des plaintes, avec les décisions. On doit communiquer là-dessus. On a reçu telle plainte, et voilà la décision qui a été prise. Le public a le droit de savoir. Il faut diffuser les rapports d'audit. Pour nous, c'est clair, il faut les diffuser. Il faut même une large diffusion des rapports d'audit. Peut-être pas les synthèses, peut-être pas les éléments marché par marché, mais au moins les synthèses, de manière à ce qu'on sache où sont les goulots d'étranglement. Et puis, la programmation des marchés. Nous pensons qu'il est important que, en début d'année, en tout cas au moment où les plans de passation des marchés ou les journaux de marché sont faits, que les soumissionnaires sachent, qu'on sache qu'au cours de l'année, il y aura tel ou tel appel d'offres. Ça fait partie de la transparence. Et dernier point, publier les sanctions. En particulier, la liste des entreprises ou des personnes exclues de la commande publique doit être publiée. Donc, Monsieur le Président, Messieurs les membres du JICAM, voilà ce que nous avions à vous dire en guise de hors d'œuvre. Merci, Monsieur Sow, pour cette présentation extrêmement complète. Je vais demander donc à Joseph de prendre la parole et ensuite, nous terminerons par le ministre des Marchés publics. Monsieur Ngo. Le sens de mon exposé, c'est justement de prouver que la préférence nationale a sa place. Elle a sa place et elle ne saurait vraiment être secondaire. Et justement, lorsque j'ai analysé les thèmes de référence de cette causerie, il m'a semblé qu'au rang des objectifs, il était question qu'au sortir de ce débat, que nous ayons eu des échanges sur, je ne vais pas appeler ça la préférence nationale parce que la fenêtre du régulateur, je ne peux parler que des concepts à un certain moment, donc du patriotisme économique. Et tout à l'heure, M. Sow a très bien fait d'évoquer certaines expériences d'ailleurs, où nous parlons davantage maintenant de préférence communautaire, parce qu'il faut bien savoir que tout ce qui se passe actuellement, nous évoluons vers les communautés, l'intégration régionale, sous-régionale. Alors il m'a semblé que les objectifs que nous devions atteindre ce soir par rapport à cette causerie devaient tourner autour des échanges sur le patriotisme économique et éventuellement l'évolution attendue au regard du DSE, qui est notre document ou bien notre cadre conceptuel de pilotage de la marche de l'économie. Alors, ce résumé m'a inspiré aussi cette structuration du plan qui va peut-être nous amener à aborder la question sur, je vais dire, 3-4 points: l'état du droit, les enjeux du patriotisme économique et les perspectives. Une synthèse. Alors, que dit le droit? Je pense qu'il faut, du point de vue du régulateur, camper un débat comme celui-ci en rappelant un peu les dispositions juridiques. Et je sais gré à M. Sow, justement, d'avoir ouvert déjà en bannière de cette causerie un certain nombre de dispositions qui rappellent effectivement l'état du droit dans la matière. Je vais simplement reprendre pour mieux cibler ou mieux effectivement ramener cela dans le contexte ou la perspective de la préférence nationale. Parce que derrière, il y a plein de conséquences sur le plan juridique ou bien sur le plan juridictionnel éventuellement. Le droit des marchés publics, comme vous pouvez le voir, est gouverné par ce que nous appelons le principe de neutralité. Neutralité signifie, lorsqu'il est effectivement comment dire, exprimé dans une extenso, que la dépense publique effectuée au cours d'un marché ne doit pouvoir servir d'instrument d'autre chose que la réalisation du meilleur achat au meilleur coût. Alors, ce principe qui est un principe fondateur, lui-même se décline en deux autres principes, qui sont le principe de non-discrimination, que nous appelons vulgairement ici le libre accès à la commande publique, que M. Sow a évoqué tout à l'heure, et puis l'égalité de traitement des candidats. Et là vient la question des enjeux. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il est quand même question que nous parlions de préférence nationale? Nous sommes obligés de parler de la préférence nationale. Pourquoi? Parce que nous nous sommes bien rendus compte que les États, devant le nouveau paradigme qu'induit la mondialisation, nous sommes au JICAM et nous sommes habitués à ce genre de préoccupations, le paradigme induit par la mondialisation met en péril
les PME. Il s'agit maintenant d'anticiper sur un certain nombre d'effets induits pour voir comment est-ce que la commande publique, qui représente quand même un certain volume d'activité en termes de coûts, pourrait atteler aussi les PME nationales. Et là, je voudrais pouvoir aborder le problème de ces enjeux. Et pour bien le montrer, et peut-être objecter à ce que M. Sow disait tout à l'heure, la préférence nationale n'est pas un problème uniquement camerounais. Et j'ai bien voulu partager avec vous une expérience qui est une expérience de l'heure. C'est un extrait d'une lettre de mission que le président Sarkozy, en 2007, a donnée à un de ses ministres relativement justement à cette problématique. Monsieur le ministre, fort du constat que la dynamique économique de l'innovation et de l'emploi repose en grande partie sur la croissance des PME, le gouvernement s'attache à faciliter leur développement. L'amélioration de l'accès des PME au marché public, qui représente, on va prendre les statistiques de là-bas, 130 milliards d'euros en France et 1500 milliards d'euros en Europe, présente à ce titre un levier d'action considérable insuffisamment utilisé par les pouvoirs publics. Seuls 21% des marchés de l'État français en valeur sont attribués à des PME, alors qu'elles représentent 98% de nos entreprises privées. Des dispositions spécifiques ont été introduites dans le Code des marchés publics. Elles sont toutefois en retrait par rapport à celles auxquelles ont recours certains de nos grands partenaires. C'est pourquoi nous vous demandons de réfléchir aux voies et moyens d'une démarche plus ambitieuse, à la fois au plan juridique, mais aussi au-delà des dispositions contraignantes ou incitatives qui peuvent être imaginées sur le plan pratique de la mise en œuvre. De manière générale, vous pourrez proposer toute autre modalité d'accès privilégiée au marché public en réservant, si cela vous apparaissait nécessaire, le bénéfice de ces régimes préférentiels à certaines PME. Nous comprenons très bien qu'effectivement, les PME sont l'objet d'une préoccupation particulière des plus hautes autorités gouvernementales. Mais chez nous, la question devait se poser de la même façon. On a donné un certain nombre de volumes en termes de marché public, mais ici, et tout à l'heure, on esquissait des montants qui tournent autour de 1500 milliards. Nous dirons même 2000. Mais une évaluation beaucoup plus pointue situe même le volume en termes d'argent à 3000 milliards que la commande publique est censée effectivement brasser en termes effectivement de processus économique. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que, pour prendre l'exemple que nous venons d'évoquer venant de la France, il y a une espèce de coalition, je vais appeler ça coalition, ou alors une espèce d'organisation qui est pratiquement planétaire, où tous les États essayent de mettre dans leur dispositif réglementaire certains mécanismes qui tendent à protéger leur PME nationale. On se rend très bien compte aussi qu'au Cameroun, il y a une réelle volonté justement d'accompagner et de préserver la PME nationale. Et cette réelle volonté fait l'objet d'un affichage qui est constatable à 3 ou 4 niveaux. Le premier niveau, c'est le DSE chapitre 5, qui est intitulé « Gouvernance ». Les autorités prendront des mesures en vue d'apporter l'appui et les impulsions nécessaires à l'application de la plus large de la clause de préférence nationale prévue dans le Code des marchés. Bon, on va déjà vous faire remarquer qu'il y a une petite distorsion parce que le DSE vient, au niveau de sa parution, bien de sa conception, il vient postérieurement au Code des marchés, ce qui montre quand même que le Code des marchés un peu antérieur a pris suffisamment en compte ce souci. Nous pouvons aussi attester de cette volonté des pouvoirs publics au niveau de la loi du 23 avril 2010 qui porte promotion des PME. En article 24, nous pouvons lire effectivement que cette loi fait obligation à l'État de contribuer au développement des PME pour la mise en place d'un système de quote-part des marchés publics prioritairement accordé aux PME dans le respect des engagements internationaux du pays. Nous pouvons encore, effectivement, constater que dans le décret 201/92 du 3 avril 2013,
qui est plus de récente date, et portant création de l'agence de promotion des PME, entre autres missions qui sont conférées à cette structure, figure celle de faciliter l'accès des PME au marché. Donc, indubitablement, nous ne pouvons pas dire que l'État se désintéresse effectivement du sort des PME quant à leur éventuelle participation ou quant à leur, participer ou contribution dans le cadre, effectivement, de la manne qui est distribuée à travers le levier de la commande publique. Et nous avons d'autres dispositions qui sont aussi au rang des programmes et des projets gouvernementaux aujourd'hui, l'approche haute intensité de main-d'œuvre. Et cette approche haute intensité de main-d'œuvre est en réalité une manière très directe de promouvoir l'accès de la PME, la promotion des approches IEBO, l'accès de la PME dans les marchés publics au Cameroun. Parce que nous savons très bien que l'approche IMO s'oppose à l'approche haute intensité technologique qui, pour la plupart des cas, fait la part belle aux entreprises étrangères qui bénéficient d'une certaine capacité logistique que, malheureusement, nos petites PME n'ont pas. Donc, IMO signifie simplement mettre les entreprises nationales, les PME nationales, effectivement, sur la sellette. Alors, et le principe suprême, celui que nous avons évoqué tout à l'heure, c'est bien comment est-ce que le Code des marchés du Cameroun énonce le dispositif préférentiel dans ses dispositions. Nous retrouvons tous ces développements dans l'article 32 du Code des marchés publics. Quelles sont les implications de ce principe? Déjà, pour revenir effectivement et nous conforter dans l'idée que la question de la préférence nationale est une question normale, elle est même pertinente, nous voyons très bien que le Code institue la réservation préférentielle des marchés à la PME. C'est ce que nous pouvons retrouver effectivement au niveau de l'alinéa 1. Nous avons aussi cet article qui nous apprend que le statut préférentiel est accordé à la PME nationale, ce qui est quand même une implication assez forte. Et puis évidemment, pour tout régime dérogatoire, il y a un encadrement minimum qu'il s'agit effectivement d'observer. Comment est-ce que ce mécanisme ou cette disposition peut être mise en œuvre? Si nous devons passer en revue toutes les trois implications que je viens d'énoncer, nous voyons donc très bien que tous les marchés, ce que dit le Code, c'est que lorsque un maître d'ouvrage a à passer un marché, il devrait en principe réserver une part des marchés pour les PME nationales. Je le synthétise comme ça. La deuxième l'affirmation du statut préférentiel des PME, c'est de dire que cette réservation préférentielle est accordée à une catégorie d'entreprises qui ont été effectivement identifiées comme étant des entreprises nationales dont la liste figure sur l'alinéa que nous avons lu tout à l'heure. Et vous y trouverez donc des entreprises à profil varié. Et troisièmement, effectivement, nous voyons quand même, parce que c'est quand même un domaine concurrentiel, qu'on a besoin d'un minimum de règles pour pouvoir le mettre en pratique. L'obligation de publicité, c'est-à-dire que le maître d'ouvrage, avant de rentrer dans une approche où il est censé appliquer la préférence nationale, doit pouvoir le dire à tous les concurrents éventuels qui pourraient effectivement être intéressés par l'appel d'offres. Le maître d'ouvrage, fort effectivement de la première affirmation qui lui fait obligation de réserver des marchés, donc est obligé d'allotir ces marchés pour trouver effectivement dans celui-là la part qui pourrait être remise aux entreprises nationales. Et enfin, la détermination d'une marge financière de 10% pour les travaux et 15% pour les fournitures. Fort de tout cela, nous pensons, en guise de perspective, que nous avons, pour nous aussi, il fallait en réalité adresser la question de la préférence nationale de telle manière que la petite et moyenne entreprise camerounaise se sente elle aussi remorquée dans le courant de croissance qui est celui que nous voyons venir avec effectivement la distribution ou bien la commande publique.
Nous pensons que nous avons 2 faisceaux de mesures engagés pour optimiser les bénéfices qui sont suggérés par tout cela. Les premières mesures, la première batterie de mesures, nous avons cru devoir les voir à travers la stabilisation de la réglementation sur les questions touchant à l'accès des PME. Et puis maintenant, nous avons d'autres mesures de soutien aux PME dont on a souvent parlé ici, mais qui n'est pas inutile d'évoquer. Et nous avons évidemment le problème qui fait partie des préoccupations introductives du GICAM, la systématisation du recours à la sous-traitance comme critère d'attribution des marchés publics et des variantes dans les RPAO. Est-ce qu'il y a un moyen aussi direct, aussi fort, aussi concret que de mettre dans un appel d'offres, dans un règlement d'appel d'offres, comme critère d'attribution le recours à la sous-traitance, sans que nous ayons besoin d'attendre qu'une loi ait été prise pour qu'on sache quel est le niveau de la sous-traitance qu'on devrait réserver. Il suffit qu'on dise, lorsqu'effectivement cela est possible, et que le maître d'ouvrage est obligé ou est à même d'atteindre l'efficacité sociale qu'il recherche à travers son marché, de dire, j'ai identifié parmi ces prestations certaines qui devraient logiquement faire l'objet d'une sous-traitance. Il suffit de le mettre. Et maintenant, lors de l'évaluation des offres, si votre soumission n'a pas indiqué que la sous-traitance est effectivement démise, à ce moment, ce serait un critère d'attribution qui vous élimine tout de suite. Nous serions donc tout à fait en cohérence avec la volonté politique d'atteler, d'embarquer la PME nationale dans le système des marchés. Évidemment, la codification des critères d'attribution des marchés basés sur l'emploi. Nous revenons là-dessus, sur l'utilisation de la main-d'œuvre, la haute intensité de main-d'œuvre. Donc, c'est dire quoi? C'est dire qu'effectivement, nous devions pouvoir être en mesure d'identifier certaines prestations qui n'amènent pas forcément le maître d'ouvrage à aller chercher ailleurs ce que nous, les braves Camerounais, devraient pouvoir faire tranquillement en donnant le plus de travail à la plus large majorité, sans que cela ne lui amène un certain nombre de complexités sur le plan du contrôle technique ou même du suivi. Et la codification du recours aux matériaux locaux dans la réalisation de certains investissements. Ça reste toujours en droite ligne de ce que nous avons pensé, c'est-à-dire la promotion du label Cameroun. Quoique, s'agissant de cette exigence-là, elle fait bien l'objet aussi d'une normalisation ou même d'une réglementation nationale, puisque vous savez très bien qu'il existe, et l'existence de cette micro-malo vient le prouver. Il existe une instruction qui voudrait effectivement qu'on promeuve l'utilisation du matériau local dans la construction des édifices publics. Les autres mesures de soutien aux PME, on a souvent eu à revenir là-dessus. Moi, je pense que ce sont des mesures qui ont été débattues ici et qui relèvent effectivement de l'ensemble de la batterie de dispositifs ou de mécanismes ou bien d'outils que l'État essaye de mettre en place pour accompagner l'entreprise. On sait aussi que les PME ici ont un problème d'accès au crédit, problème de trésorerie pour commencer un marché. Et le seul mécanisme qui permet à une PME de commencer sans avoir à trop souffrir en allant au niveau d'une banque, c'est de se voir octroyer une avance au titre de marché. Il faudrait pouvoir, si nous voulons effectivement accompagner la PME, nous devrions pouvoir systématiser aussi le recours ou bien l'allocation des avances de paiement pour que l'entreprise, qui est un peu courte au niveau de sa surface financière, se voit quand même allouer des moyens lui permettant de commencer. Pour le problème des arriérés, nous pensons, et ça c'est des expériences qui ont été tentées ailleurs, il n'est pas normal que dans un pays où l'État doit, au titre de la dette aux PME, d'énormes et des quantités d'argent, que ces mêmes PME continuent à faire l'objet d'un harcèlement sur le plan des contrôles fiscaux. Nous pourrions penser effectivement aussi que pour celles des PME qui sont créancières de l'État, on devrait pouvoir alléger quand même cette stigmatisation, cette pression fiscale en faisant une suspension des contrôles fiscaux pour ces PME, tout au moins jusqu'à ce que ces PME puissent effectivement payer, retrouver un équilibre sur leur compte.
Et évidemment, je reviens sur la construction de la capacité, la compétitivité à travers les mesures gouvernementales. Donc, on a souvent longuement parlé de ça ici, au niveau du bureau de mise à niveau, où, encore une fois, et là je rejoins M. Sow tout à l'heure, c'est de la responsabilité des entreprises. Et ce n'est pas le président qui me démentira, lui qui, il y a encore 2 mois, lançait un cri pour que toutes les entreprises aillent au bureau de mise à niveau. Parce qu'il y a quand même une compétitivité. Elle peut être une compétitivité de métier, mais il y a aussi une compétitivité à pouvoir gagner des marchés. Mais si vous ne savez pas exister comme une entreprise, comment est-ce que vous pouvez compétir avec des gens qui savent faire leur dossier et qui existent comme entreprise? Au rang d'autres mesures, il y a quand même ce que j'ai qualifié ici du comportement des maîtres d'ouvrage, qui n'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Il règne comme une suspicion entre le maître d'ouvrage et la PME. Comment faire pour que le maître d'ouvrage fasse plus confiance à la PME? Et nous le voyons justement lorsqu'on évoque des sujets qui ont tendance à s'ériger comme des sujets qui fâchent. Quand on dit on a donné un marché de gré à gré à une entreprise camerounaise, tout de suite, ça connote délit de favoritisme. Délit de favoritisme. Comment faire pour que les maîtres d'ouvrage eux-mêmes changent leur attitude pour penser qu'effectivement, il y a des PME sur lesquelles on peut effectivement parier sans que cela ne prête à confusion. Ici, les esprits sont plus réceptifs. On est plus, prêt à accepter qu'on fasse un marché de gré à gré pour la fourniture des ordinateurs à une entreprise étrangère de gré à gré, sans que cela ne crée un émoi particulier. Mais si on disait que j'avais fait le même marché de gré à gré avec une entreprise camerounaise, Photo ou Camden, c'est pas que c'est un exemple au hasard, Président. À ce moment, tout de suite, vous verriez donc une levée de bouclier. Et la preuve, c'est que justement, tous les grands procès qui défraient la chronique aujourd'hui, vous voyez très bien que, quelque part, ont pour matière, la matière, c'est les marchés publics. Il y a une nécessité, effectivement, d'essayer de réconcilier, de réhabiliter la PME au niveau des maîtres d'ouvrage pour que, justement, le fait que plusieurs maîtres d'ouvrage sachent faire confiance à certaines entreprises, qu'ils se créent comme une référence, justement, dans le réseau de ceux-là qui achètent généralement au niveau de l'administration publique. À ce moment, il y a aussi un accompagnement qui va vers la professionnalisation. Je pense donc que ce que nous pourrions retenir comme acquis, c'est que nous avons effectivement noté la volonté gouvernementale de pouvoir accompagner les PME. Nous pouvons le voir à travers le DSE, les lois, les règlements, le code des marchés publics, avec toutes les dispositions qui confortent effectivement cette vision-là. Et nous pensons effectivement, et ça je rejoins celui qui m'a précédé tout à l'heure, que les conditions de succès pour que la préférence nationale cesse d'être un problème secondaire, mais que ce soit une réalité, c'est justement que la PME elle-même, elle se construise. À ce moment, je suis d'accord avec M. Sow, parce qu'en réalité, les dernières statistiques ne sont guère élogieuses. Au niveau du bureau de l'INS, on se rend bien compte que, malgré le foisonnement qu'on peut constater ici, très peu d'entreprises existent en tant qu'entreprises structurées auxquelles on pourrait effectivement trouver un certain nombre de mécanismes ou de dispositifs, une logistique qui puisse permettre maintenant qu'un maître d'ouvrage sache leur faire confiance, parce qu'il ne faut jamais l'oublier, un maître d'ouvrage cherche toujours à faire un achat qui se concrétise par une efficacité sociale quelque part. Et évidemment, les conditions de succès aussi, l'argent étant le nerf de la guerre, il s'agit de rationaliser la chaîne de paiement, notamment en définissant effectivement, en codifiant les délais de paiement. Merci, Monsieur le Directeur Général de l'ARMP. Et Monsieur le Ministre, vous avez spontanément accepté notre invitation. Nous attendons donc de vous que vous apportiez, que vous nous éclairiez par rapport à tous ces problèmes qui empêchent les marchés publics de fonctionner au Cameroun. Vous avez la parole, Monsieur le Ministre. Permettez-moi, d'entrée de jeu, d'exprimer mes remerciements au GICAM pour avoir bien voulu m'inviter à prendre part à ce dîner débat et surtout pour l'opportunité qu'il m'offre